Oui. Bonsoir. Oui. Oui, j'ai l'honneur d'introduire le professeur Théo Godefrein. Monsieur Godefrein était professeur de physiologie et de pharmacologie à l'Université catholique de Louvain. Il a acquis une renommée internationale devant ses travaux qu'il a effectués sur les canaux calciques, c'est-à-dire les canaux qui régulent l'entrée de calcium dans les cellules. Et cela a été à la base de la découverte de multiples médicaments couramment utilisés, comme par exemple l'amlodipine, l'adalate, ou bien la nifedipine, qui est l'amlodipine ou bien l'inverse. Bref, l'adalate, par exemple, et l'amlor. De ce fait, il a été lauréat de multiples prix, le prix GSK, le prix d'Outremont, le prix Vreden, et il est docteur honoris causa de plusieurs universités, l'université de Strasbourg, de Nancy et de Bratislava. Plus, il faut dire qu'il a été président de l'Académie de médecine en 1991, donc il y a pratiquement maintenant 24 ou 25 ans. Il s'intéresse toujours à la pharmacologie, mais il a aussi un certain intérêt pour l'éthique, et il s'intéresse en particulier sur les problèmes éthiques qui entourent actuellement des récentes recherches dans le domaine biomédical. Je lui laisse la parole. Monsieur le secrétaire perpétuel, merci pour votre introduction. Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, hominisation et humanisation ne sont pas synonymes. L'hominisation est relative à Homo sapiens. Ce terme fut utilisé pour la première fois par Pierre Teilhard de Chardin en 1923 dans un texte à faible diffusion. La première formulation publiée a été celle d'Édouard Leroy dans l'ouvrage intitulé « Les origines humaines et le développement de l'intelligence », rapportant son cours du Collège de France entre 1927 et 1928. L'hominisation peut être définie comme l'ensemble des modifications qui ont amené l'évolution des espèces vivantes vers un être qui présente des attributs morphologiques et psychologiques qui le caractérisent et l'individualisent. Cet être de la classe des mammifères est Homo sapiens, apparu à la fin de l'arbre évolutif des hominidés. Pour le biologiste, Homo sapiens s'inscrit dans un processus évolutif commun à tous les êtres vivants sur notre planète. L'humanisation de la nature fut une thèse marxiste, forgée par Karl Marx lui-même, ainsi que le rapporte Hans Jonas dans son ouvrage « Le principe responsabilité ». Karl Marx considérait que le travail de l'homme est une activité transformatrice de la nature menant à l'aliénation à laquelle l'humanité la soumettait, prenant pour exemple la culture du sol. La définition actuelle considère que l'humanisation est l'action de modifier un environnement en vue du bien-être de l'humain. Quand le terme s'applique à la sociologie, il comprend la constitution de relations interhumaines plus respectueuses des personnes actives dans des structures administratives ou industrielles, dans le but de rendre leur activité la moins pénible possible. Ce terme peut également s'étendre aux relations interpersonnelles, considérant la compassion comme déterminant de l'humanisation. Dans le domaine de la recherche biomédicale, l'humanisation consiste à introduire du matériel humain dans un être vivant. Si ce matériel est de nature génétique et qu'il s'exprime chez son récepteur, il peut en résulter un changement des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles de ce dernier, qui devient de la sorte un être original qui n'existait pas jusqu'alors dans la nature. La science biomédicale ouvre par cette réalisation des perspectives nouvelles à l'humanité. L'hominisation et le développement récent de l'humanisation des êtres vivants feront l'objet de cette leçon. Selon Darwin, et je cite la première traduction en français de l'ouvrage de Darwin, « Au cours des âges, de lentes et progressives transformations nous échappent
jusqu'à ce que la main du temps les ait marqués de son empreinte. » Fin de citation. Cette transformation nous amène à notre présent. C'est leur connaissance, c'est-à-dire le savoir sur l'évolution du vivant, qui peut nous aider à comprendre la vie qui nous entoure. C'est pourquoi j'examinerai le décours de l'hominisation afin de tenter d'éclairer les conséquences de l'humanisation. L'objet de ce cours peut se comprendre comme l'histoire commune des humains au regard de l'évolution darwinienne. Cette histoire a commencé il y a 9 à 10 millions d'années, quand la lignée menant aux humains s'est séparée de la lignée menant aux grands singes. J'ai choisi d'en aborder quelques étapes qui m'ont paru essentielles. Et ces étapes sont montrées dans la première diapositive. Ah voilà, j'attrape le soin. Donc on verra d'abord l'évolution des espèces et rapportée grâce aux fossiles, l'hominisation et la colonisation du monde, la révolution intellectuelle du néolithique, suivie donc par la révolution génétique du XXe siècle et l'ingénierie génétique et les médicaments, et on terminera par le futur de l'humanisation du vivant et celui de la transhumanisation. Mais tout d'abord, honneur à Charles Darwin, qui a donc publié ce livre fameux « On the Origin of Species by Means of Natural Selection ». Et en fait, sur quoi il insiste particulièrement dans son ouvrage, à presque, je ne dis pas toutes les pages, mais réellement de façon très intense, c'est sur l'importance de la sélection naturelle, qui, selon Darwin, déterminerait et serait donc le déterminant de l'évolution. Et au fond, la question qui se pose, puisque en principe l'évolution est un phénomène biologique, est-il possible de nos jours de le mettre en évidence et de mettre surtout en évidence l'importance de la sélection naturelle? Et c'est en fait ce qu'ont tenté de vérifier. Donc, bon, je lis ici, c'est un peu petit ici pour lire. C'est ce qu'ont tenté de vérifier Peter Grant et Rosemary Grant, qui ont travaillé pendant 40 ans ensemble sur l'évolution naturelle des pinsons de Darwin dans l'île Daphné Major des Galapagos. C'est une toute petite île. En fait, Daphné Major, c'est une des plus petites îles des Galapagos et elle contient quelques espèces de pinsons. Et donc, ils ont déterminé toutes les caractéristiques de ces pinsons qui ont été bagués, tous numérotés. Pendant 40 ans, ils ont pu donc suivre l'évolution de cette population de pinsons. Et la chose importante qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est en premier lieu, et c'est indiqué sur la partie supérieure de cette diapositive, c'est l'influence du climat sur l'évolution de la profondeur du bec qu'ils ont déterminée par les techniques appropriées au cours des 40 ans de surveillance de ces animaux. Ils ont fait ces travaux d'abord avec leurs enfants, puis accompagnés de leurs élèves et de leurs assistants. Donc c'est toute une opération vraiment remarquablement menée. Et ce qu'on peut observer quand on regarde le graphique qu'ils ont établi, pour une des sous-espèces de pinsons, donc l'espèce fortis, on voit que dans une première période, on assiste à une augmentation de la taille du bec, donc la valeur moyenne du bec de ces pinsons, avec un retour à une valeur à peu près steady state, et à la fin de leur période d'observation, donc ça veut dire un peu plusieurs années, ils ont observé une diminution de la valeur, le pointeur, vous ne l'avez pas? Bon, c'est rien. Non, ça va. Non. Je vais vous en donner un tout de suite. Ah. Donc, ils ont observé une diminution de la valeur moyenne du bec.
Et ces deux événements opposés étaient associés à des modifications du climat au niveau de cette île, c'est-à-dire que dans la première partie, on assistait à un climat sec et de type tel que seuls les végétaux résistants à la sécheresse pouvaient encore croître et les pinsons ne pouvaient consommer que des fruits de grande taille à coque dure. Ce qui fait que les pinsons qui n'avaient pas ce type de bec disparaissaient et seuls résistaient les pinsons à gros bec. Dans la deuxième partie, c'est une situation inverse. C'est la période de El Niño, il pleuvait très fort, la végétation était luxuriante et les fruits très petits. Il en résulte que seuls pouvaient s'alimenter les pinsons à petit bec. Et donc, ce qui a eu comme conséquence que les pinsons à bec large ont disparu donc sont morts très rapidement, et il ne restait que les pinsons à petit bec. Ceci donc illustre bien l'influence du climat et l'influence de la sélection qui entraîne une sélection naturelle due à des modifications du milieu dans lequel vivent les oiseaux. Et le deuxième élément qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est donc un schéma qui qui permet d'analyser, de décrire cette évolution qu'ils ont examinée pendant 40 ans, un nombre de publications importantes, et l'ouvrage auquel je fais référence, c'est un ouvrage de 400 pages donc, que j'illustre en une diapositive. Ce qu'ils ont étudié, évidemment, ce sont les variations. Examinant les variations génétiques qui entraînent des modifications du génome, des modifications donc, du phénotype, entraînant finalement un changement de la fitness de ces animaux, et de ces pinsons plutôt. Et alors, avec un retour vers le départ, donc il existe un cycle continu qu'ils ont pu analyser, et ce cycle dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est un facteur extérieur, dont le déterminant principal, c'est le climat régnant dans cette île. Et ensuite, ils ont pu mettre en évidence l'importance d'un facteur social. Dans le cas des pinsons, ce facteur social était déterminé. Attendez, je vais avoir le projecteur, ce sera plus simple pour la... merci. Voilà, il fonctionne. Oui, il fonctionne. Voilà, merci. Le pointeur, parce que sinon... Oui, merci. Pour avancer. Ah non, ah bon, ok, merci. Oui. Donc, ils ont également déterminé l'importance de l'environnement social. Et cet environnement social est donc caractérisé par le fait qu'il y a des interactions entre les pinsons de différentes sous-espèces. Et ceci entraîne l'apparition du processus d'hybridation. Les hybrides ne sont pas tous en vie, ne vivent pas tous le temps d'une vie normale de pinson, et tous ne sont pas féconds. Mais il y a de temps en temps l'un qui résiste, et celui qui résiste va entraîner, avec les modifications du milieu intérieur, va entraîner l'apparition d'une nouvelle espèce. Et c'est ainsi qu'après une trentaine d'années, au cours de cette étude, ils ont vu apparaître une nouvelle espèce de pinson qui a été déterminée par ses caractéristiques génétiques, ses caractéristiques biométriques et ses caractéristiques éthologiques. Et donc, ici, dans cette étude réalisée par Peter et Rosemary Grant, on voit, disons, compactée, si j'ose ainsi m'exprimer, tous les processus qui sont déterminants de l'évolution, c'est-à-dire l'importance de la sélection naturelle, qui va donc jouer également, donc, comme on a vu pour le bec, mais pour d'autres éléments du génotype, et l'importance de l'environnement social.
Et donc, ceci, disons, est une illustration de l'évolution qui est encore capable de se manifester à notre période, mais évidemment peut-être uniquement dans des îles des Galapagos. Maintenant, c'est avec cette notion bien établie, la notion d'évolution, que nous pouvons entamer la suite de ce qui se passe pour les hominidés au moment où ils ont quitté, où se sont séparés deux branches, la branche des grands singes et la branche des hommes, des humains. Cette diapositive est une diapositive qui illustre la situation en Afrique il y a environ 3 millions à 4 millions d'années, et j'ai rapporté sur cette diapositive là où se trouvait la localisation des plus anciens australopithèques. Car en fait, dans la lignée vers le genre Homo, on a rencontré différents genres, et le premier, le plus important qui a été mis en évidence, c'est le genre des australopithèques. On les a appelés ainsi parce que dans les premières estimations, on avait l'impression que c'était des singes, et donc c'était les singes de l'Afrique australe. Et les premiers, le plus ancien, parmi les plus anciens, le premier a été identifié en Afrique du Sud, c'est Missisplès, qui est donc de 3 200 000 ans de notre ère, qui a été identifié en 1947, et le suivant des plus anciens, c'est Lucie, qui a été identifié par un groupe franco-américain dont un des leaders était Yves Coppens, et j'ai été identifié en 1974, et cet australopithèque a été appelé Lucie parce que les paléoanthropologues vivaient dans une zone un peu isolée, et tout ce qu'ils pouvaient voir pour se distraire le soir, c'était le firmament, et ils pensaient alors à la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, et c'est donc ainsi qu'ils ont dénommé cet australopithèque. Ce qu'il faut signaler, et c'est signalé donc par Yves Coppens dans un de ses papiers qu'il a publié dans un ouvrage publié par l'Académie royale, donc c'est que les australopithèques avaient une faible différenciation sexuelle. Donc, en fait, il y a quelque chose de très bizarre dans cette différenciation, c'est qu'il y a tout un groupe de paléanthropologues qui ont décidé que chez les australopithèques, les mâles, c'était ceux qui étaient les plus grands, et les femelles, c'était les plus petites. Donc ça, c'est vraiment du machisme intégral. Et en fait, ce n'est pas tout à fait correct, parce qu'il y a quelques différences quand même en regardant les fossiles, et on peut dire que dans une certaine mesure, les australopithèques, si on les rencontrait dans la rue, ressembleraient plus à des androgynes qu'on pourrait reconnaître entre un mâle ou une femelle. Ça, c'est la première constatation qu'on peut faire. La deuxième constatation, et ces australopithèques les plus anciens sont à ce titre bien intéressant, c'est qu'on voit que le plus grand nombre, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, il se situe sur une même ligne, et c'est la ligne qui est à l'est du Grand Rift, et cela est également établi pour toute une série d'australopithèques. Et ce que ça signifie, ça a amené une théorie supposant que l'espèce humaine s'est développée uniquement du côté du Grand Rift. En fait, cette théorie s'est fait mettre en cause par le fait qu'en 2001, on a identifié un primate, le plus ancien depuis la séparation avec les grands singes, avec la lignée des grands singes. Ce primate a été dénommé Toumaï, et il fait partie d'un genre qui est le genre des sahelanthropes. Il est le seul de son espèce. Et il aurait environ 7 millions d'années du temps présent. Il a été découvert dans le Tchad,
et cela signifie évidemment que la théorie à l'est du Grand Rift n'a plus beaucoup de cours maintenant, d'autant plus qu'on a trouvé dans la même région un autre australopithèque qui a été dénommé Abel. Et maintenant, l'idée de tout ce que l'on peut dire à propos de l'origine donc des primates dans la lignée humaine, c'est vraisemblablement se situe vraisemblablement donc tout à fait au sud de l'Afrique du Sud, dans une zone où on trouve énormément d'australopithèques et qui alors auraient pu migrer vers le nord de l'Afrique. Et c'est donc une caractéristique que nous allons voir amplifiée chez le genre Homo, c'est cette volonté d'aller se promener un peu sur toute la surface de la Terre pour voir ce qui s'y passe. Les paléoanthropologues ne sont pas seulement intéressés par les fossiles des êtres vivants, mais également sont intéressés par définir les caractéristiques qui sont liées à la vie courante. Et pour ce qui concerne donc la préhistoire et la haute préhistoire, ce qui est important, c'est de retrouver là où se trouvent des ateliers de pierre. Et donc, parce que les pierres ont d'abord été utilisées par les animaux comme telles, en choisissant peut-être la meilleure pierre, mais on a donc estimé que c'était Homo qui avait, pour le premier, préparé des outils de pierre et en cassant d'une certaine façon les pierres. Donc vous voyez ici une pierre qui a l'air naturelle. Quand elle est extirpée, on voit très bien qu'il y a des cassures dans la pierre et que cela donc doit être réalisé par un être vivant. Et on a toujours supposé que c'était le premier humain qui avait commencé. En fait, cet atelier de pierre date de 3 300 000 ans du temps présent, c'est-à-dire à l'époque des australopithèques, bien avant qu'on ne mette en évidence l'apparition du premier Homo. Et donc, on peut supposer que ce n'est pas le Homo qui a mis en évidence, donc qui a pour la première fois préparé des outils de pierre pour sa vie courante. En fait, le premier Homo a été dénommé Homo habilis par Leakey. Il l'avait trouvé au nord du Kenya et il l'avait trouvé avec des outils dans l'environnement, on trouve des outils de pierre. Il était daté de 2 400 000, 2 500 000 ans du temps présent et on avait dit, voilà, il a créé les premiers outils, mais il les a utilisés, mais il ne les a pas créés. Mais cependant, il a quand même un mérite, c'est qu'il a maîtrisé le feu. Et pour cela, on s'en rend compte parce qu'il y a beaucoup de charbon de bois alentour de la zone où il vivait. Et donc, c'est de là qu'on tire la conclusion du fait qu'il maîtrisait le feu. Et d'autre part, on sait par l'analyse chimique des os de ces... qu'il était omnivore. Voilà, donc ça, ce sont les caractéristiques qu'on connaît, et on a identifié, on a daté son fossile d'abord donc de celui du docteur Leakey, c'était de 2 400 000, 2 500 000 ans du temps présent, et on a récemment identifié un autre Homo habilis, donc dans la même région, qui est vieux de 2 800 000 ans. Donc, mais ce n'est pas encore le temps de l'atelier de pierre, donc il faudrait remonter beaucoup plus haut. Donc jusqu'à présent, on peut dire qu'il a utilisé les outils, mais son habileté ne lui a pas permis de créer les outils. Il a fallu attendre 1 million d'années pour qu'on puisse identifier dans le genre Homo une nouvelle espèce. Et c'est Homo erectus. Homo erectus est fort intéressant parce que on dit d'abord qu'il a amélioré la qualité des outils.
Mais ça, on pourra le dire de toutes les générations, ils améliorent toujours un peu, mais ce n'est pas vraiment une action qui apporte un plus disons, à la culture ou à la vie intellectuelle de ces individus. Ce qui est intéressant de noter pour Homo erectus, c'est que c'est le premier qu'on trouve en dehors de l'Afrique. Donc on a identifié un Homo erectus, il a d'ailleurs été caractérisé par Eugène Dubois à Java sous le nom de homme de Java. Et donc on a, à partir de ces os, pu dire c'est un individu, c'est un primate qui se tient debout et qui marche bien, donc qui n'a pas seulement une progression arboricole, et donc disons, c'est le premier explorateur, c'est ça qu'on peut dire, a posteriori, c'est ce qu'on peut dire. Il y avait également, dans les environs de Pékin, on avait identifié un autre fossile qu'on a nommé l'homme de Pékin, puisque c'était un fossile de type Homo, et c'est Teilhard de Chardin qui l'a identifié comme Homo erectus, donc semblable à celui qu'avait décrit Eugène Dubois. Eugène Dubois a terminé sa carrière en retournant en Hollande, c'était un Hollandais, et il avait ramené tout ce qu'il avait pu collecter en relation avec l'Homo erectus qu'on a également trouvé en Afrique. Et parmi les œuvres parmi les choses qu'il avait rapportées, tout a été mis dans un musée à Leiden. Bon, on pouvait aller visiter ce musée et voir ce que donc Eugène Dubois avait rapporté en 1891. Et c'est tout récemment que des paléoanthropologues sont allés revisiter ce musée de Leiden. Et dans ce musée, ils ont observé ce qu'il y avait, c'est-à-dire il y avait notamment des coquilles de moule d'eau. Et ces coquilles de moule d'eau, en les regardant bien, Josephine Jordans et Francisco De Rico et leurs collègues qui ont co-signé le papier de Nature ont observé des incisions dans ces coquilles. Et ces incisions, quand on les voit à plus fort grossissement, c'est fort intéressant parce qu'on remarque que le trait est direct, que c'est une série de lignes, mais qui sont représentant, je ne dirais pas des triangles, mais en tout cas des angulations de type à peu près égal dans tous les sens. Donc, pour faire cette gravure, il fallait avoir une coordination psychomotrice remarquable. Et c'est d'autant plus vrai que quand ils ont obtenu, donc les paléoanthropologues actuels ont tâché de répéter ce travail de Homo erectus, ils ont donc ils ont dû utiliser des outils qui étaient donc très résistants parce que la coque de ces moules d'eau est très dure et il est extrêmement difficile de répéter ce signe. Donc cela montre que, en plus d'avoir exploré le monde, Homo erectus avait des qualités remarquables au point de vue coordination des mouvements. Ceci nous amène à regarder celui qui a succédé à Homo erectus. Et en voilà la photo. C'est donc le Néandertal. Il y a eu d'autres Homo, et je vais réinsister là-dessus. Mais Néandertal, nous y tenons pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a trouvé dans nos régions, notamment en Spie, des fossiles qui ont été attribués à Néandertal, et le premier Néandertal, mais non baptisé Néandertal, a été découvert en Belgique. Donc disons, une justification un peu naïve, mais enfin, disons-le comme ça. Ici, le Néandertal que vous voyez n'a pas été photographié il y a 50 000 ans, mais a été photographié récemment parce que c'est sa reconstitution. Sa reconstitution a été faite par une équipe
donc l'équipe de Stéphane Lourian, qui est professeur d'anatomie humaine à l'ULB, son équipe, des membres de son laboratoire ont contribué avec les membres de l'Institut national des sciences naturelles et d'autres personnes, ainsi que des artistes, à reconstituer comment pourrait être Néandertal. Et ceci est bien parce que ça représente bien le personnage. C'est un homme petit, trapu, costaud, très très solide, qui a pu résister au climat extrêmement rigoureux qui régnait à cette époque en Europe. C'était la grande période glaciaire qui allait se terminer, mais enfin elle était toujours là. Et les pré-néandertaliens ont été encore plus solides. Les pré-néandertaliens sont là depuis 400 000 ans, étaient là depuis 400 000 ans, et Néandertal était là depuis 250 000 ans du temps présent. Ce groupe de Néandertaliens a survécu jusqu'à 30 000 ans du temps présent. Donc, ils ont progressivement disparu. Ça c'est une question que je ne vais pas traiter, mais qui est toujours, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé avec eux, mais on pourra quand même imaginer quelque chose à ce propos. Maintenant, qu'est-ce que les Néandertaliens ont apporté en plus de ce que nous avaient apporté les premiers homos? Eh bien, enfin, Néandertal, c'est un homo, il n'y a pas de souci. Mais la première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont très fort amélioré la technique de travail de la pierre. Et ici, c'est donc une photo que j'ai prise avec mon iPhone, ce n'est peut-être pas très, très esthétique, mais c'est ce qu'on appelle un nucléus, parce que le travail de la pierre pratiqué par les Néandertaliens partait d'une technique qui donc créait une espèce d'alvéole, 2 alvéoles, et après, ils parvenaient à faire sauter la pierre pour avoir des fragments qu'ils pouvaient alors travailler plus facilement pour créer des outils. C'est une période de technique d'utilisation de la pierre qui a été dénommée la période moustérienne, suite à l'endroit où on avait trouvé ce genre de travail de la pierre, et donc ça a produit une amélioration des outils et de tous les objets qui ont été fabriqués par la pierre. Mais Néandertal n'est pas seulement caractéristique, ce n'était pas un ouvrier qui travaillait, un ouvrier solide qui cassait les pierres, ce n'était pas seulement un casseur de pierres, en fait, il avait une évolution mentale très marquée. Et ça se traduit d'abord par le fait que les Néandertaliens enterraient leurs morts. Et il y avait certains types de cérémonies qui sont putatives, dont il est inutile de parler maintenant. Et donc, leurs caractéristiques rationnelles sont démontrées par une œuvre, la seule d'ailleurs qu'on ait donc identifiée jusqu'à présent. Cette œuvre est une gravure rupestre qui a été découverte dans une caverne à Gibraltar. Et pourquoi à Gibraltar et pas dans nos régions? Parce que à la fin de leur course terrestre, les Néandertaliens se sont retirés progressivement vers l'Espagne et vers la côte méditerranéenne. Ça nous savons, puisqu'il y a beaucoup de personnes de Belgique qui, avec leur pension, se retirent là aussi. Donc, ils ne font que ce que faisaient les Néandertaliens. Mais si on regarde cette œuvre, on remarque qu'il s'agit d'une œuvre abstraite, qui, si elle était peut-être mieux mise en valeur, pourrait représenter l'œuvre d'un artiste abstrait de notre époque. Donc, ce qui indique que Néandertal avait une évolution mentale très poussée, qui la rapprochait de ce que nous sommes. Et je vais encore revenir là-dessus. Mais après avoir d'abord introduit les Homo sapiens. Donc Néandertal à son origine il y a 2500 ans, et Homo sapiens, on a trouvé les premiers fossiles en Éthiopie, et on les a datés de 200 000 ans
de notre temps. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont restés pendant 100 000 ans tranquillement là en Afrique, puis qu'à un moment donné, ils sont émigrés. Et quand ils ont émigré, ils n'ont pas émigré à 2, 3, ils ont émigré en grand bloc. Et ça, c'est une grande discussion qui a eu lieu parce qu'on a trouvé à un moment donné des fossiles d'Homo sapiens un peu partout, en Europe, en Asie, etc. Et la question qui s'est posée, c'était l'origine de ces Homo sapiens. Est-ce que cette origine était unique ou bien est-ce que cette origine était multiple? Et la théorie de l'origine multiple a eu sa préférence pendant un certain temps. Mais maintenant, et c'est pour cela donc il y a une théorie qui s'y est opposée, qui s'appelle Out of Africa, parce que l'idée c'est que ces Homo sapiens sont bien nés en Afrique, mais alors ont émigré. Et où ont-ils émigré? En premier lieu, en Asie mineure. Et c'est ainsi, par exemple, que en Israël, il y a des fouilles dans certaines zones, et dans ces fouilles, on a identifié dans des cavernes des crânes d'Homo sapiens, mais également des crânes de Néandertal. Donc, il y a eu cette migration, la première migration, il y a 100 000 ans. Puis, il y a une seconde migration. La première migration a mené donc uniquement au Moyen-Orient. Mais il y a donc le 14 octobre 2015, je dis bien, un papier est paru dans Nature annonçant que des résultats de paléoanthropologues chinois associés à des Européens qui ont identifié dans une grotte où ils font des fouilles au sud de la Chine des fossiles qui appartiendraient à Homo sapiens et qui seraient là depuis, qui ont été datés, donc avec la grotte où on fait les fouilles, est datée d'environ 100 000 ans de notre temps présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont collecté 47 dents dans cette fouille. Et 47 dents humaines. Et le papier donc, est paru dans Nature le 14 octobre. Et le 15 octobre, n'est-ce pas, beaucoup de journaux belges rapportaient la chose. Et les étudiants j'avais des étudiants qui font la navette entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve, connaissaient l'abstract que je leur racontais par le fait qu'ils avaient lu ça dans le métro. Donc, plus rien n'échappe à personne maintenant. Donc, c'est possible que ce soit vrai. Maintenant, il faut évidemment que ça se confirme. Mais enfin, c'est intéressant de savoir que c'est à la première émigration, donc les premiers immigrants sont arrivés en Chine. Ce qui est très, très curieux, en fait, c'est que ce n'est pas à la première émigration que Homo sapiens est allé en Europe. C'est à la dernière transfert, la dernière émigration. Des tas d'hypothèses sont formulées, évidemment, personne ne sait exactement pourquoi. Mais la plus probable, c'est que Homo sapiens n'avait aucune affection pour le climat glacial qui régnait à l'époque de la dernière période, une grande période glaciaire. Et ça, c'est la première chose, le premier argument. Le deuxième argument est biologiquement très intéressant. Parce que quand on fait donc l'analyse génomique de certains fossiles d'Homo sapiens, on constate que vers cette période de la première émigration, la variation génétique était extrêmement faible. Et de ce qui indique, et c'est ce qui est indiqué par par ce qu'on connaît des espèces actuelles, c'est une période où l'espèce aurait pu disparaître. Donc nous sommes ici par chance, et la chance est due à quoi? La chance est en grande partie, peut-être, enfin c'est une hypothèse, mais enfin elle vaut ce qu'elle vaut, c'est le fait qu'il y a eu un interbreeding, donc il y a eu des hybrides qui sont nés par les interactions entre les
Néandertal et les Homo sapiens. Donc, ils ont eu des relations ensemble qui a permis à des hybrides de naître, et la preuve en est, c'est que nous avons encore dans notre génome des gènes de Néandertal. Donc, au fond, la grande action de Néandertal a été de nous donner ces gènes. Vous allez dire comment on le sait que ce sont des gènes de Néandertal et pas des gènes qui sont résiduels d'un ancêtre commun. Eh bien, c'est parce que les personnes en Afrique ou en Asie n'ont pas ces résidus de gènes de Néandertal. En fait, en Asie, ils avaient des résidus différenciés de l'Afrique, et c'est très récemment qu'on a découvert et qu'on a décrit un nouveau genre, les désinovés, qu'on a découvert dans une cave, une grotte en Russie, donc à Denisova, donc ce sont les Denisoviens, qu'on a identifiés comme une race existante qui aurait alors eu des interactions et fabriqué des hybrides avec les Asiatiques. Ce qui est fort intéressant, c'est qu'on a donc un code, on a le génome complet de ces individus, non seulement le génome mitochondrial, mais également le génome nucléaire, qui est très fragile parce que le fossile a été trouvé dans une grotte qui était donc toujours à l'époque glaciaire, et donc le fragment d'os est donc resté là pendant 40 ou 50 000 ans sans avoir de destruction de son génome. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que toute cette histoire des Denisoviens vient de l'analyse d'un os qui a à peu près la taille de la dernière phalange de l'auriculaire. C'est tout ce qu'on en connaît. Et vous voyez l'audace des paléoanthropologues à partir d'une petite notion, mais en fait, c'est renforcé par le fait qu'on trouve donc ces résidus de gènes chez les Asiatiques. La diapositive suivante est intéressante parce qu'elle nous fait rencontrer ceux qui se sont rencontrés il y a donc 40 ou 50 000 ans, c'est-à-dire par leur crâne, Néandertal et Homo sapiens. Ce sont deux squelettes de crânes qui datent de la même période. Et donc c'est lors de l'interview de Chris Stringer, qui est donc un paléoanthropologue d'Oxford, que la BBC a transmis pas cette photo, c'était sur YouTube que j'ai capté. Ça, j'ai pu capter l'entièreté, pas de l'histoire, mais l'entièreté de la démonstration, de la comparaison entre les deux crânes. Et je les montre parce que ça permet de voir la différence qu'il y a entre Néandertal et Homo sapiens. Et tout d'abord, en ce qui concerne la partie du front, vous pouvez constater que Homo sapiens a un front bombé, c'est un ancien, mais enfin il a le même front que ce que nous avons, et que en revanche, chez Néandertal, il n'y a pas de front, il y a évidemment des arcades sourcilières qui sont très développées, mais il n'y a pas de front, ça veut dire qu'il n'y a pas de place dans le cerveau pour un développement très important du lobe frontal. Donc, il y a une différence qu'on peut tirer de cet examen. La seconde différence qui existe, importante, c'est que l'orbite de Néandertal est beaucoup plus grande que l'orbite de Homo sapiens. Et Stringer a fait tous les musées d'Europe pour aller mesurer les orbites des Néandertal et des Homo sapiens de la même période. Et il y a donc une détermination statistique, donc il est statistiquement démontré que cette orbite était plus grande. C'est indiscutable. Et alors on peut en tirer des conclusions. Deux types de conclusions, donc celle que je viens de tirer, c'est-à-dire que le lobe frontal est moins développé, et parce que l'orbite est très grande, on peut supposer que l'œil et toutes les voies oculaires dans le cerveau sont beaucoup plus développées, occupent une place plus grande. Donc en fait, si
malgré les relations qu'il y a eu entre Néandertal et Sapiens, on peut quand même dire qu'au point de vue caractériel, les deux individus ne devaient pas être tout à fait la même chose, puisqu'ils n'avaient pas le même équipement structurel au niveau du cerveau. En fait, vous avez vu l'œuvre à la fin de Néandertal, et maintenant je vais vous montrer, et pouvoir, on peut conclure que le Homo sapiens, à cette époque en tout cas, était un être extraordinaire. Et ceci est démontré par deux images. Cette image-ci, c'est la photographie d'une peinture rupestre qu'on trouve dans la grotte Chauvet, c'est-à-dire il y a 30 000 ans de ce temps. Et c'est une meute de lions. Et on est frappé par la qualité esthétique de ce dessin, par la vie qui règne dans cette peinture. C'est ce qui montre que Homo sapiens avait des qualités intellectuelles tout à fait remarquables. Et il n'était pas seulement un artiste, il était également philosophe. Et ceci est démontré par une peinture, donc par la photo de cette peinture qu'on appelle la scène du puits. C'est une peinture qu'on trouve dans la grotte de Lascaux, dans un puits qui est à 5 mètres en bas du sol de la grotte. Et ce qu'on voit dans ce tableau, qui est très fameux, mais il faut le regarder encore une fois, c'est le fait, d'abord, qu'il y a plusieurs personnages. Mais le premier personnage qu'on voit ici, c'est un rhinocéros qui s'en va. Bon. Un autre personnage qu'on voit, c'est un bison, dont l'abdomen a été lacéré par une sagaie et qui perd tout son contenu intestinal. Ici, un collègue spécialiste de la chirurgie abdominale et des transplantations pourra approuver. Et ce bison n'a pas l'air très en forme, on le serait à moins. Ce qu'on voit aussi, c'est un oiseau. Et cet oiseau est serein dans cette situation. Et puis ce qu'on voit, qui est très frappant, c'est la silhouette d'un humain qui dort. Et quand on se rapproche de cet humain, on voit d'abord sa tête. Très curieusement, il a la tête d'oiseau. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'homme-oiseau. Et deuxièmement, ce qu'on voit également, d'abord on se rend compte que c'est un homme, et puis qu'il est en érection. Et la première chose que Michel Jouvet, qui est un neurophysiologiste français spécialiste du sommeil et du rêve, c'est la première chose qu'il a dit quand il a vu cette peinture dans le puits de Lascaux, mais ça rappelle le sommeil paradoxal. En effet, nous avons deux types de sommeil, et nous avons un sommeil paradoxal pendant lequel nous avons des rêves, et les hommes, en tout cas, ont des érections et quelques mouvements musculaires. Donc, c'est une scène qui a stimulé un nombre de commentaires incroyables, et pour essayer d'interpréter ce que ça signifie. Et je crois que de toutes les œuvres picturales qui ont été peintes sur cette terre, c'est cette œuvre-là qui a retiré le plus de commentaires. Maintenant, chacun peut avoir son interprétation sur cette figure. Je pense que si on veut discuter, on en a jusque demain matin. Donc c'est pour cela que je vais laisser sur cette impression l'impression que nous ont donné les hommes du Paléolithique et cette fois-ci passer au Néolithique. Et quand on est au Néolithique, donc cette carte de géographie vient d'une publication d'un collègue de Oxford. Quand j'ai vu j'ai ajouté cette histoire des dents ici, quand j'ai vu cette carte de géographie, je me suis dit, voyant les âges qui ont été indiqués là-dessus, à cette époque, Homo sapiens était maître du monde, car il s'est répandu partout. On le voit partout. On le voit en Afrique où il est né,
on le voit au Moyen-Orient, en Europe, on le voit en Asie, et d'Asie, il est passé vers les Amériques, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc, Homo sapiens est partout, il communique sur toute la Terre. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a à cette époque une révolution intellectuelle réelle, vraiment importante. Cette révolution est marquée par la transgression de l'ordre naturel, car c'est une transgression extrêmement importante qui a eu lieu, qui a pris naissance à 12 000 ans de notre temps. Et à cette époque, la vie nomade s'est arrêtée, elle s'est ralentie, donc les hommes ont construit, les humains ont construit des villages et des villes, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont commencé la sélection anthropique. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à sélectionner, à choisir dans les végétaux, pour les végétaux, les graines qu'ils trouvaient utiles et donc capables de donner des moissons importantes, et ils ont sélectionné dans les animaux des animaux dont on a pu faire des animaux domestiques. Et la preuve en est donnée par le fait qu'il y a maintenant, le temps passe vite, il y a maintenant 3 ans, une publication apparue dans un journal qui n'était pas très scientifique, qui est très scientifique, mais qui n'était pas très répandu. Et c'est un travail qui consistait en la comparaison entre l'ADN fossile d'aurochs, donc d'un groupe d'aurochs qui ont été identifiés comme fossiles en Iran, et la comparaison de cet ADN avec l'ADN de bovidés contemporains. Et ceci a pu établir de façon très claire et très simple le fait que ces bovidés contemporains sont génétiquement apparentés à ces aurochs qui ont été découverts donc, comme un troupeau d'aurochs en Iran. Et ça a permis à un journal de mettre le titre qui est ronflant comme ceci, « La grand-mère de la vache a été domestiquée en Iran, voici 10 500 ans ». Donc ça c'est le phénomène qui a permis le début de l'agriculture et le début de la domestication des animaux. Et avec l'installation humaine dans des villes et dans des villages, il en a résulté la nécessité d'un échange entre ces différents individus. Et c'est un échange de type commercial on a pu l'établir. Ça a été établi par le fait qu'il y avait donc on a trouvé des instruments qui ont permis de faire cet échange et de matérialiser cet échange. Et ces instruments, en voici un donc, qui date de 3300 avant Jésus-Christ, et ce qu'on utilisait à l'époque, c'était des jetons d'argile, et ces jetons d'argile sont très variables, il y a donc des images différentes, je n'ai pas pris de photos parce qu'il a fallu passer son temps à regarder une centaine de jetons, et ces jetons sont alors insérés dans un moule fermé, un moule d'argile fermé, à la surface duquel se trouve le nombre de jetons et également un sceau qui, sans doute, est le sceau de celui qui a envoyé la marchandise vers un client. Donc, c'est le premier élément de transmission d'informations associé à une activité de type commercial. Mais cela n'a pas été suffisant. Ce n'était pas sans doute suffisant pour les transactions, et c'est ça sans doute qui a stimulé l'invention de l'écriture. Et ceci, c'est donc la première forme d'écriture qui a existé, puisque l'écriture a commencé en Mésopotamie, et donc cette écriture a débuté sous la forme de pictogrammes, par donc la gravure de certaines choses dans des plaquettes d'argile. Et on reconnaît ici l'orge, avec ces
donc ces barbes. On reconnaît facilement ici, avec un peu de bonne volonté, un bovidé, et ceci représente un arbre. Et donc, il y avait des pictogrammes pour toute une série d'objets qu'on voyait ou de la nature, et qui ont donc permis une communication d'un individu vers un autre individu à distance. Ces pictogrammes ont évolué. Et donc ici, c'est un pictogramme de 3100, donc ça vient du British Museum, 3100 avant Jésus-Christ, et puis on voit doucement évoluer l'aspect de ce pictogramme. Et en fait, quand on analyse pourquoi, la raison, il apparaît que c'est dû à la modification du stylet qu'on utilisait. Pour les premiers pictogrammes, les stylets utilisés venaient donc de roseaux, et après aussi, mais la façon de tailler était différente. On a constaté pour les premiers pictogrammes, les roseaux étaient taillés en pointe soigneusement, et dans la suite, simplement en biseau. Et c'est en enfonçant le biseau dans l'argile molle que se forment ces marques de type triangulaire. Et c'est au fond comme ça qu'a débuté donc l'écriture cunéiforme qui est venue progressivement remplacer l'écriture par pictogramme. Et les pictogrammes se sont associés et ont formé des idéogrammes, si bien qu'on a pu, par ce moyen-là, transmettre des idées au lieu de transmettre juste l'image d'un bovidé, on a pu transmettre des idées. Et donc, vers 2500 donc avant Jésus-Christ, a eu lieu la transcription par pictogramme de l'épopée de Gilgamesh, qui est donc la grande histoire de Mésopotamie, qui était communiquée par la voie orale uniquement, c'était la tradition orale qu'il transmettait, mais par ces pictogrammes, on a pu, donc pour dire la maîtrise qu'avaient ces scribes de la connaissance, non seulement donc des images, mais également des idéogrammes. Et c'est donc, il faut ajouter à ce développement de l'écriture le développement de la numération. Donc, il y a eu un développement, disons, de l'arithmétique, c'est plus simple, les chiffres, je ne les donne pas, étaient également donnés par des idéogrammes, et le calcul mésopotamien avait une base sexagésimale, alors que le nôtre a une base décimale. Et en fait, c'est intéressant de se dire, quand on regarde sa montre, que le calcul horaire, vers la minute et la seconde, est resté sexagésimal sur une base 60, et c'est ce qui nous reste, en fait, dans la vie quotidienne de cette histoire, de cette création arithmétique du néolithique. Et voilà donc ce qu'on peut dire du néolithique, et incontestablement, on se rend compte qu'en 2000 ans, en 2000 années, il y a un véritable changement de la vie humaine, grâce donc à toute cette activité qui est née à cette période, et c'est peut-être une des périodes intellectuelles les plus extraordinaires de l'humanité. Mais nous en vivons une autre, c'est une chance en fait, et elle a commencé en 1953, quand Watson et Crick ont publié une lettre très, très brève dans Nature pour expliquer comment était la structure de l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Ils se sont basés sur les travaux de Rosalind Franklin, et cette photo montre les deux auteurs à côté de leur modèle. Il y avait un modèle en fil de fer pour voir comment s'intégrer. On pouvait imaginer que s'intégraient donc 4 nucléotides. On savait qu'il y avait 4 nucléotides dans l'ADN, on les connaissait, mais on ne savait pas comment ils s'interagissaient les uns avec les autres. Et c'est sur la base des données de Rosalind Franklin qu'ils se sont rendus compte donc de la structure en double hélice qui est donc extrêmement importante, et avec ces 4 lettres, avec ces 4
nucléotides, on les a donc dénommés par leur première lettre. On considère que ce sont les 4 lettres à base les 4 lettres à la base du code génétique. Et donc, ce qu'on sait également, c'est que pour les eucaryotes, en tout cas, l'ADN est localisé dans le noyau de la cellule et c'est donc un transfert par l'ARN messager qui copie la zone de l'ADN et qui la transmet vers le cytoplasme qui permet la synthèse des protéines. Donc, c'est une notion fondamentale sur laquelle je ne vais pas insister, c'est tout ce que je donne de la révolution génétique, mais enfin, c'est toute notre hérédité, tous les éléments de la vie, disons, de la vie des animaux dont nous sommes, qui est déterminé par ce code génétique qui est universel. Et l'universalité du code génétique a permis d'utiliser cette propriété pour assurer l'humanisation du vivant. Et cette assurance vient d'une technique qu'on appelle la transgénèse, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les gènes d'un animal vivant par les gènes d'un autre animal. Donc il suffit, enfin c'est entre guillemets évidemment, d'injecter la copie d'un ADN étranger dans le noyau d'un œuf fécondé et qui va se développer en embryon et puis en fœtus et puis arriver à naître. C'est un rendement extrêmement faible parce qu'il faut essayer ça sur une centaine d'œufs pour en avoir un être complet, un être adulte. Et donc ce transfert se fait avec des vecteurs, c'est une technique très subtile et très compliquée, mais enfin qui fonctionne très bien et qui a permis d'obtenir des organismes ou animaux biopharmaceutiques, c'est-à-dire que si on insère des gènes humains, on peut obtenir la synthèse de protéines humaines. Et ça, c'est un élément fondamental, comme vous allez le voir. En fait, le premier essai de transgénèse a été fait par l'injection de virus dans E. coli, donc dans une bactérie qu'on trouve partout. Et ces bactéries se sont multipliées. Et quand c'était un virus dangereux, il y a eu des problèmes, on s'est posé la question, que va-t-on faire ? Et c'est une question qui a été posée lors d'un congrès scientifique qui s'est tenu dans un centre de vacances qui sert également de centre de congrès à Asilomar, aux États-Unis, en Californie. Et c'est à ce moment-là, la première réunion, discutant de ce problème, les scientifiques ont décidé un moratoire, car on ne voyait pas très bien comment tout allait tourner, étant donné que le risque, c'était évidemment qu'E. coli se lâche dans la nature et transmette tous ces virus dans la nature. L'accord qui a été convenu, c'est qu'il fallait qu'on étudie la manière d'éviter cet accident. Et il y a eu donc des travaux qui ont été menés par les académies américaines qui ont proposé une méthode de contingentement, de confinement pour ces travaux. Et ces travaux ont pu reprendre après une interruption d'1 ou 2 années. Et immédiatement après, on a imaginé une application pratique de cette transgénèse. Et cette application pratique a été imaginée dans la firme pharmaceutique Eli Lilly, qui donc commercialisait l'insuline. L'insuline avait été découverte en 1921, et donc cette découverte a permis la survie des diabétiques. Mais avec quelques difficultés, parce que l'insuline qu'on utilisait était une insuline extraite d'animal, de pancréas animal, et notamment de pancréas de porc ou autre chose, et avait des caractéristiques immunologiques différentes de l'insuline humaine. Et donc, Eli Lilly a décidé un programme très complexe pour synthétiser l'insuline humaine et la mettre sur le marché. Il y a eu donc un accord avec la FDA et les fondations américaines qui subventionnent la recherche. Et donc, ça s'est terminé par la décision
de faire synthétiser les deux parties, parce que l'insuline est constituée de deux chaînes peptidiques. Donc chaque chaîne peptidique a été synthétisée dans un autre système de production d'E. coli. Et à la fin de l'opération, on a donc remis les deux chaînes ensemble, et l'insuline s'est constituée comme ça. Au point de vue chimique, elle avait toutes les propriétés de l'insuline humaine. Mais la FDA a estimé qu'il était indispensable de faire des essais cliniques avant de la mettre sur le marché. Et donc, ces essais cliniques ont été faits, ont montré que l'insuline humaine avait préparé, donc l'insuline recombinante, comme on dit techniquement, avait les propriétés qu'il fallait pour traiter les diabétiques et qu'elle pouvait donc être mise sur le marché. Et c'est en 1982 que le directeur du FDA, qui avait participé à l'élaboration donc de ce projet, a signé l'accord pour que l'insuline humaine préparée à partir d'E. coli soit distribuée commercialement dans le monde entier, et tout le monde maintenant utilise l'insuline humaine. Donc c'est une véritable date importante qui montre les progrès qui ont pu être amenés par cette recherche qui est fondamentale, somme toute. Comment sommes-nous constitués? C'est ça la question qui s'était posée, et maintenant on sait qu'on peut nous aider à vivre grâce à cette insuline humaine. C'était le même projet, un projet du genre a été réalisé pour préparer donc l'hormone de croissance, car on l'extrayait de cadavres, ce qui n'était pas disons, oui, on risquait des tas de choses, et notamment on a risqué, et beaucoup de patients ont fait la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est-à-dire une dégénérescence du cerveau. Et c'était dû au prion, c'était donc un élément particulier toxique de protéines. Ça, la saga de l'insuline est très importante. J'ai inclus ici l'histoire de la levure de bière, parce que la levure de bière peut servir également comme la bactérie. Si on lui donne les gènes humains, elle va synthétiser les tissus humains. Donc, on n'est pas étonné de voir qu'on synthétise des protéines. Mais ce qui est remarquable, et ce qui a été démontré au début de cette année, enfin rapporté au début de cette année, c'est le fait qu'on peut synthétiser par la levure de bière des produits naturels et à partir de glucose, et ayant donc les systèmes appropriés dans la cellule de la levure. Et c'est ici qu'on montre la synthèse de morphine à partir, donc en deux étapes, parce qu'on n'a pas voulu mettre tous les éléments dans une seule cellule de levure, de façon à éviter qu'on fabrique de la morphine, parce qu'on pourra la fabriquer, et on le fera certainement, à partir de la levure qui contient tous les éléments pour la synthèse de morphine. Et donc cette morphine se retrouve dans la bière, donc c'est une incubation simple, comme on fait. Il y a des gens qui font la bière toutes les semaines pour avoir de quoi se désaltérer pendant la semaine, tous les week-ends, pour se désaltérer pendant la semaine. Eh bien, avec ce moyen-là, on obtient de la morphine. Avec ces systèmes, on a 2 ou 3% de morphine dans la bière, et donc il y a moyen de devenir morphinomane. C'est donc les propriétés importantes. Ceci, c'est pour l'avenir, parce que c'est juste au stade expérimental. En revanche, les animaux transgéniques, c'est maintenant. Les bovidés sont utilisés, les vaches, les brebis, les chèvres. Par exemple, un exemple, c'est que si on insère les gènes appropriés pour fabriquer du lait, la vache va donner du lait humain. Et c'est important parce que quand il y a des intolérances au lait de vache, on peut donc résoudre ce problème. Dans le lait, on trouve également les hormones, l'insuline, l'hormone de croissance, des facteurs de la coagulation du sang. Et aussi, on a fait un essai pour voir ce qui se passait si on place les gènes de l'araignée. Parce que l'araignée fabrique de la soie.
Et donc, on a constaté que cette soie d'araignée a des propriétés extrêmement intéressantes. Et donc, la première idée qui est venue, c'est qu'on allait la fabriquer par donc les techniques de transgène. Et c'est ce qu'on a fait. Actuellement, malgré ça a fait un bruit fou, cette histoire des chèvres qui sécrètent la soie de l'araignée, mais en fait, il n'y a que 2 chèvres. Et ce sont ces 2 chèvres qui ont fait le bruit dans le monde entier. Et ici, on montre que ça vient en pilule, mais enfin, c'est pas juste là, et le lait est toujours liquide quand il sort du pied de la chèvre. Et donc, on peut espérer que cette procédure va prendre de l'importance, et vous allez voir pourquoi dans un instant. Une autre espérance importante, qui résulte de la modification donc des qualités génétiques d'un animal, c'est la xénogreffe. Et nous avons ici un expert des greffes de foie, et donc la xénogreffe, ça lui dit quelque chose. La xénogreffe, c'est la greffe d'un organe animal chez l'homme. L'idée, c'est qu'on pourrait, par exemple, utiliser le rein du porc, parce que physiologiquement, le rein du porc a les mêmes propriétés et anatomiquement, il ressemble au rein humain. Donc, la première chose qu'il fallait, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de rejet, que ce soit que le rein soit reconnu par l'être humain comme le soi et pas comme un non-soi. Et donc, les techniques sont arrivées là, en ce sens qu'on a pu obtenir des porcs qui donc ont un comportement immunologique semblable à l'homme. Cependant, il y a eu une difficulté. La difficulté, c'est que chez le porc, il y a des rétrovirus qui sont insérés dans le génome. Et par exemple, si vous prenez une culture de cellules de rein de porc, que vous la mettez en présence de cellules de rein humain ou bien de rein autres, eh bien, ces cellules de rein humain, par exemple, sont agressées par les virus qu'il y a dans le génome du rein de porc et elles meurent. Donc, c'est un risque de faire le transfert, de faire la xénogreffe avec ces reins de porc. Nous allons voir dans un instant qu'il y a une solution potentielle. Donc, on a aussi préparé des hormones et des propriétés, des produits humains avec des plantes. On a utilisé le tabac. Là, les écolos n'ont pas manifesté pour ces OGM de tabac qui fabriquent de l'albumine humaine ou de l'hémoglobine. On n'a pas eu trop de difficultés. Maintenant, récemment, on a sorti avec des cellules de carotte une enzyme, la triglycérase, qui est très intéressante pour traiter les maladies de surcharge lysosomiale, notamment la maladie de Gaucher. Et enfin, on est revenu au point de départ, parce que toute cette étude du fonctionnement du système génétique ont été basées sur des systèmes acellulaires. Et maintenant, on s'est rendu compte que dans les incubateurs, on pouvait mettre tous les éléments qui interviennent dans la synthèse des protéines et qu'on synthétise les protéines en liquide. Et c'est beaucoup plus simple que de l'avoir les embarras avec les cellules. Maintenant, j'en arrive à la dernière période, à la dernière partie, qui traite du futur de l'humanisation du vivant et de celui de la transhumanisation. Parce qu'à l'heure actuelle, et ceci depuis peu d'années, depuis 4-5 ans, théoriquement, donc expérimentalement, il y a une méthode qui a été mise au point qui permet la modification ciblée du génome. Au fait, cette méthode n'a pas été inventée à 100% dans l'esprit de scientifiques. Cette méthode a été inventée par des micro-organismes qui sont les archées, c'est-à-dire les microbes les plus anciens, les êtres les plus anciens de la planète, qui ont trouvé un mécanisme qui leur permet de se défendre contre les virus. Et ce qui fait que quand elles sont attaquées par un virus, ou bien elles sont tuées, ou bien elles résistent. Et quand elles résistent, elles mettent le génome du virus dans leur propre génome.
Donc, il y a toujours une indication de nombre de virus différents qui ont attaqué ces bactéries, ces archées, et quand elles reçoivent à nouveau le virus, elles mettent toute une machinerie en route. C'est un système en cascade qui finalement amène vers le virus une enzyme qui est connue sous le nom de Cas9 et qui tue le virus, qui coupe son ADN, et le virus est mort. Alors, donc cette observation a été faite lors d'un doctorat en sciences par un bactériologue japonais, et puis elle s'est répandue doucement vers d'autres situations, et ainsi, c'est-à-dire que les gens qui fabriquent du yaourt ont été intéressés et ont fabriqué et ont essayé d'utiliser la méthode des archées pour défendre leurs organismes qui fabriquent du yaourt contre les virus. Et donc, on a plus facilement du yaourt. Et alors, deux collègues, deux dames, enfin deux chercheurs, deux professeurs, ce sont maintenant devenus des vedettes internationales, c'est-à-dire une américaine généticienne et une française bactériologiste, sont associés pour essayer d'utiliser, pour agir sur l'ADN des cellules avec noyau, c'est-à-dire des cellules de tous les mammifères, qui donc c'est différent des cellules des bactériens, d'essayer d'agir sur le génome pour pouvoir le couper. Et pour cela, ils ont donc imaginé de constituer dans un seul système les différentes cascades utilisées par les archées. Et c'est schématisé ici. Il y a d'ailleurs un article d'Emmanuelle Charpentier, qui est la française, un article pour la science d'octobre 2015, qui est bien fait, avec un journaliste scientifique, donc tout c'est assez compréhensible, à mon avis. Et il y a le système est le suivant. L'enzyme Cas9 est associé à un ARN qui le cramponne, lui-même associé à un autre ARN qui est un ARN guide, c'est-à-dire un ARN qui est en miroir, qui a la structure en miroir de l'ADN qu'on veut couper. Et donc cet ARN guide le système vers l'ADN qu'on veut couper, et ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une section définie, et cet ADN se referme, donc se reconstitue, s'il n'y a rien. Mais ce qui se passe, c'est que si on a mis des éléments homologues, c'est-à-dire proches de la section, et entre ces éléments homologues, on met par exemple un gène, eh bien, ce gène va entrer dans l'ADN. Donc, on peut, de façon ciblée, agir en modifiant le génome et en y entrant un gène étranger. Cette méthode a flambé en ce sens que voilà, elle est devenue publique vers 2010. Progressivement, l'année passée, il y a eu comme vous voyez, 600 publications consacrées à cette question. Et on en attend 1200 pour cette année. Donc, c'est un événement qui a, dans le domaine de la génétique, une influence considérable. On peut donc agir dans un embryon, modifier son génome. Si on a affaire à un embryon d'une famille où règne une maladie génétique, eh bien, en principe, on peut enlever le gène malade et avoir un être qui n'aura plus, ni dans sa descendance, cette maladie génétique. On peut également, et ça c'est les Chinois sont chefs là-dedans, produire des maladies expérimentales. Et la démonstration a été faite parce que donc un groupe chinois, sur des embryons de petits singes, ont extrait
donc des gènes, notamment un gène qui intervient dans le métabolisme et un gène qui intervient dans la réaction immunitaire. Et les embryons ont été réimplantés et les petits singes sont nés malades. Et, ils ne survivront pas longtemps. Mais enfin, ça montrait qu'on peut faire des modèles animaux expérimentaux, et on l'a fait avec des souris. Donc, ceci donc, s'est publié l'année passée, donc tout est immédiat. Immédiatement, on a fait des choses. Et une chose très importante qu'on a pu faire, qu'on a pu montrer, sont les cellules de porc qui contiennent donc ces rétrovirus très agressifs. On a pu les traiter et les débarrasser de ces empreintes rétrovirales. Et donc, on a montré sur les cellules in vitro qu'elles n'attaquent plus, qu'il n'y a plus d'attaque des cellules saines qui n'ont pas de virus. Et donc, le projet qui est en cours à l'heure actuelle, c'est de faire les mêmes expériences sur les embryons de porc pour les débarrasser des virus. Ces embryons auront aussi été traités pour être hominisés, c'est-à-dire avoir le système immunitaire égal à l'humain, et on espère qu'ils seront implantés chez les truies et qu'ils donneront naissance à des embryons qui pourraient être utilisés dans 4-5 ans pour la transplantation rénale, ce qui serait réellement un bénéfice au même titre que l'insuline humaine a été un bénéfice pour le traitement des patients. Là, ce sera un bénéfice parce que, manifestement, il manque des organes pour la transplantation et ça aiderait énormément d'avoir ces reins de porc. On a également pu réaliser un traitement de cellules souches dans une pathologie donc, qui est connue sous le nom de drépanocytose, qui est une maladie donc, qui consiste dans la fabrication d'hémoglobine anormale, qui est donc quand l'individu est homozygote, son temps de survie est très bref. Donc, l'expérience a consisté à modifier le génome de la cellule souche. Maintenant, l'idée, c'est de passer à l'essai humain, mais ça n'a pas encore eu lieu. En 2014, une série de publications ont été publiées, les uns en faveur, évidemment, de l'utilisation de cette méthode CRISPR-Cas9 pour le traitement des maladies génétiques, et les autres qui se sont manifestés en disant il n'y a plus de barrière entre la thérapeutique et l'utilisation. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cette méthode non seulement pour la thérapeutique, mais également pour ceci. Par exemple, et c'est rapporté donc en octobre, donc ils avaient un numéro en mars et puis ils ont repris la question en octobre avec la même photo, c'est pour ça que j'ai pris celle d'octobre, c'est la même chose. On peut fabriquer des enfants comme on veut maintenant, comme on voudrait qu'ils soient en tout cas, pas comme on veut. N'est-ce pas qu'ils aient une vision parfaite, si ce sont des filles, qu'elles n'aient pas de cancer des seins, que de toute façon des filles ou des garçons qui n'aient pas d'AVC, que le risque d'Alzheimer soit réduit, qu'on ne soit pas chauve à 20 ans, mais on peut devenir Premier ministre, qu'on ait les oreilles qui conviennent, parce qu'il faut que l'oreille ait une esthétique particulière, et en plus, que les muscles soient tellement bons qu'on puisse battre le record du monde de vitesse et battre donc le sportif qu'on connaît. Donc on peut manipuler le génome. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Techniquement, on peut l'imaginer comme tel. Et ceci répond parfaitement à l'idée que se font les transhumanistes. Et ces idées ne sont pas toutes mauvaises, et comme toujours, dans un groupe, on a de mauvaises idées, de bonnes idées. L'idée est de reconnaître, en fait, ce qui est le fait de l'être humain en Europe. Pour l'instant, l'être se considère comme autonome. Il se considère comme libre de faire ce qu'il veut, et notamment
L'idée, c'est libre de modifier son corps. Ça existe déjà par des méthodes chirurgicales. On fait de la transsexualité et on l'admet. Donc, c'est un fait qu'on ne peut pas considérer comme étonnant. Donc, avec cette méthode CRISPR-Cas9, on pourra réaliser ce projet. On pourrait décider de prendre des embryons humains et d'en faire quelque chose d'autre. Bon, ben, si c'est quelque chose d'autre ressemble à un Néandertal, ben, peut-être que ce n'est pas l'idéal, mais enfin, on a bien vécu avec le Néandertal pendant 10 ou 20 000 ans. Il n'y a aucune raison qu'on ne revive pas comme ça. Ça, c'est une question de la société. Mais quand même, la pression exercée par ceux qui veulent absolument changer le génome humain est très forte. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne sait pas tout ce qui peut se passer. Donc, on n'a pas les connaissances scientifiques suffisantes que pour décider qu'on prend telle voie. Et je vais prendre un exemple, c'est le problème des réseaux de gènes. On sait qu'il y a des réseaux de gènes. Ça a été donc proposé par un scientifique qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Davidson. Et si on touche à un gène, on peut toucher au réseau. Donc, il faut intervenir sur un gène, mais on doit savoir exactement ce qu'on va faire. On ne le sait pas pour l'instant. Donc, la bataille va faire rage aux États-Unis, et finalement, en mai, la Maison-Blanche a sorti un avis comme quoi on ne pouvait plus toucher au génome humain. Première chose. Les Anglais, nos amis anglais, ont donc décidé de faire un groupe avec, donc sous la houlette de l'Académie des sciences médicales, que notre secrétaire perpétuel connaît bien, puisque j'avais présenté un de leurs travaux ici à l'Académie, et donc, pour réfléchir avec les fondations, avec différentes fondations, à ce que la situation est possible. Il n'empêche qu'au mois de septembre 2015, les membres du groupe Hickston, qui avaient déjà pétrolé en 2014, sont revenus pour prétendre qu'il fallait qu'on intervienne, qu'on modifie génétiquement les embryons humains. Pourquoi faire? Ça, ils ne le disent pas, mais ils disent que ce sera un bénéfice pour l'humanité. Je ne nie pas la chose, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ce que je sais, c'est que des Chinois ont pris des embryons humains, il y a donc l'année passée, des embryons pathologiques, et ils ont commencé à travailler là-dessus. Pourquoi faire? C'était pour enlever un gène qui, soi-disant, était génétiquement porteur, et ces 39 embryons qui ont été testés, in vitro, ne sont jamais arrivés à un stade qui a permis d'une implantation. Bon, donc l'expérimentation sur embryons, on la connaît, elle est autorisée dans un certain nombre de pays, dont la Belgique. Ce qui met une certaine limite, c'est le fait qu'on peut expérimenter, mais on ne peut pas réimplanter. Parce que je ne suis pas une femme, mais je m'imagine que si j'avais une grossesse et puis que je sors un monstre, je crois que je ne serais pas, que j'aurais des problèmes psychologiques jusqu'au restant de mes jours. L'UNESCO a sorti aussi son avis en disant le génome humain fait partie de l'héritage de l'humanité. Oui, c'est un avis intéressant, mais ça n'aide pas non plus. Qu'est-ce qui peut en résulter de tout ceci? Moi, ce que je crois, c'est que nous avons une chance dans le milieu biomédical, universellement, je veux dire dans tous les pays, c'est que nous nous inquiétons des conséquences d'un acte neuf. Ça a été, depuis des années, ainsi. Il y a une interview de Jennifer Doudna le week-end passé à TED, et c'est ce qu'a fait remarquer l'intervieweur. Il a dit, au fond, dans votre domaine, vous vous inquiétez de l'avenir, alors que les ingénieurs ne s'inquiètent pas quand ils fabriquent des robots tueurs de ce qui va se passer, que les informaticiens n'ont aucun souci pour les conséquences des machines hyper intelligentes qu'ils vont fabriquer, et j'ajoute
que les physiciens n'ont eu aucun problème pour fabriquer la bombe atomique. Donc, en fait, en ce qui nous concerne, nous savons que la norme bioéthique n'est pas un compromis entre des principes moraux contradictoires, mais qu'elle émerge de la mise en tension de savoirs biomédicaux traditionnels et actuels. Et donc, la réunion qui aura lieu en décembre aux États-Unis, qui va traiter de ces questions, va certainement conclure de façon intelligente les procédures que l'on devra suivre pour appliquer dans l'espèce humaine cette technique du CRISPR. Et ce que j'espère, c'est que l'humanité, en général, aura la longévité des ammonites qui ont vécu sur cette terre pendant à peu près 400 millions d'années et qui ont disparu avec le dinosaure. Ça, c'était le grand événement qui a fait disparaître les dinosaures et les ammonites. Et c'est sur cette optique optimiste que je vous remercie pour votre attention et que je termine cette leçon, mais quand même, je ne pourrais ne pas citer Lucy in the Sky. Il faut pas fou. Ah bon, On va arrêter, Lucie. Hein. On peut mettre plus bas. Arrête, oui, vas-y, mets le plus bas. Moi, je vous remercie pour ce brillant exposé qui est surtout très actuel. On parle de 2015, en général, on parle d'histoire historique, mais on parle presque de l'avenir. Mais le problème de la synthèse des protéines in vitro, comment est-ce que les ARN peuvent fonctionner sans ribosome? Ah si, quand on fait in vitro, c'est ce que j'ai dit, on met tout, c'est-à-dire tous les constituants, ça veut dire on met les ribosomes également, et les acides aminés, n'est-ce pas, c'est ça qu'on met. Et alors, donc ils ont tout, et c'est pour certains usages particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des protéines pour lesquelles c'est plus simple parce qu'elles sont directement en solution, il suffit de lyophiliser, on a les protéines. Alors. Oui, donc il y a une grande variété de sources de sources techniques transgéniques pour obtenir différentes choses. Mais maintenant, donc quand on aura appliqué aux animaux la technique donc du CRISPR, il ne faudra plus, donc on aura non pas 1 ou 2% d'animaux qui répondent, on aura 100% des animaux. Ça va donc changer tout l'aspect économique. J'en prie. Arrête-le carrément. Voilà. Après la carte des migrations de l'espèce Homo sapiens que vous avez présentée, il y aurait des Homo sapiens d'origine qui n'auraient pas donc eu une grande spéciation avec les Néandertaliens qui sont restés en Afrique alors. Est-ce que l'ensemble des races c'est-à-dire que ces gènes de Néandertaliens? Oui, mais les migrations se sont faites par étapes. Donc, il y a eu... toutes, au départ, ne sont pas hybridées avec Néandertal. Donc, puisque on a vu que pour les Asiatiques, ils se sont hybridés avec le petit doigt, c'est le cas de le dire, parce que c'est assez extraordinaire ce qu'on a pu tirer comme conclusion. Mais ce qu'on a vu, et je n'en ai pas parlé, donc c'est parce que ce sont vraiment quand j'avais annoncé cette lecture, la moitié des choses dont j'ai parlé, ce sont des choses qui se sont passées l'année passée, au début de cette année. Donc il y a un foisonnement de recherche sur ces problèmes. Et ce qu'on a vu, c'est que après la mise en route de l'agriculture, il y a eu un retour d'individus vers l'Afrique. Donc en fait, l'Afrique
des Africains n'ont pas la pureté génétique qu'à un certain moment on leur a cru, enfin, pour autant que les gènes de Néandertal soient quelque chose d'impur, mais enfin, je veux dire qu'ils n'ont pas le génome initial de l'être humain il y a 200 000 ans. Donc, il y a un mélange, et c'est ça qui est extraordinaire. Moi c'est que, quand je lis ces choses, je suis stupéfait d'un élément. Je suis stupéfait de voir qu'ils marchaient, ils avaient des pieds et des jambes. Bon, maintenant, j'ai discuté avec quelqu'un qui est ici, combien de temps on avait mis pour arriver en Chine, tu te souviens, et puis alors, une de mes petites filles m'a dit, mais il marchait plus vite parce qu'il marche tout le temps. Donc, il marche plus vite et on peut réduire le temps. Mais il devait quand même s'arrêter pour dormir, pour s'alimenter, et puis ils devaient trouver leur chemin. Donc, il y avait une connaissance des choses que nous avons perdues. Nous ne savons pas du tout. Maintenant, on a un GPS, bon, ça va, on va n'importe où avec le GPS, mais parfois, maintenant, c'est déjà compliqué de se rappeler les routes. Donc, ils ont migré. C'est fantastique que dès le début, ils ont migré. Et ce qui me frappe encore plus, et ça, je n'ai pas dit, parce que, bon, c'est que le début de l'agriculture, bon, maintenant, je sais, ce n'est pas à 10 minutes près, mais c'est passé au même moment, à peu près, à quelques centaines d'années de près, dans le monde entier. Le début de la domestication des animaux, ça a été dans le monde entier. Donc, moi, j'en conclus qu'il devait avoir des interactions. Donc, ils n'ont pas... Donc, il y a eu un groupe, c'est un peu comme partout maintenant, un groupe qui a commencé et a communiqué aux autres. Ça a pris, évidemment, pour arriver au commerce des bestiaux, ça a pris 2-3 000 ans. Mais en fait, c'est beaucoup moins que quand on pense qu'entre Habilis et donc le suivant, Erectus, il s'est passé 1 million d'années. Donc l'évolution anthropique se fait, l'évolution naturelle prend un temps très long. Et nous entrons maintenant donc on a fait l'évolution, on est entré au néolithique dans l'évolution anthropique, mais l'évolution anthropique par une imitation de l'évolution naturelle, c'est-à-dire de choisir les individus qui avaient les caractéristiques les plus appropriées. Mais maintenant, nous nous trouvons devant ce problème, cette possibilité, je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais ça va se résoudre d'une certaine façon, parce qu'on appliquera la technique de modification du génome. C'est inscrit dans les astres, comme, n'est-ce pas, parce qu'il y a des malades, parce que, bon, on trouvera tous les arguments pour le faire, et pour le faire dans des conditions sécures, évidemment. Mais maintenant, ira-t-on vers l'étape que demandent les transhumanistes, changer vraiment et faire évoluer notre espèce? Ça, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Parce que quand on dit on va augmenter le QI, donc il y a dans le monde là quelqu'un qui un neurologue qui de temps en temps écrit des histoires un peu futuristes. Il a parlé du QI, moi je n'ai vu nulle part quelle est la caractéristique génétique qui permet d'avoir un QI élevé ou un QI bas. Mais enfin, le bruit a couru que les Chinois et je ne sais plus quel pays voulaient augmenter leur QI, tandis qu'en Europe, en Belgique, les jeunes ne voulaient pas augmenter leur QI. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. N'est-ce pas? Donc, il y a des problèmes particuliers. À propos du génie génétique, je voudrais savoir à quel stade la manipulation doit se faire. Il faut être concret. Certaines maladies métaboliques une fois sont traitées maintenant dans des programmes de recherche par transformation d'hépatocytes ou de cellules mésenchymatoses. Ça donne certains résultats, variation, amélioration, mais il n'y a pas de guérison radicale. Oui. Donc l'avenir, c'est sans doute le génie génétique. Ma question est, à quel stade est-ce que la manipulation devrait se faire? C'est au niveau des cellules.
germinal ou au niveau de l'œuf fécondé? À quel stade? C'est-à-dire que ça dépend de la... Maintenant, pour la drépanocytose, là, c'était une bonne idée parce qu'on prenait des cellules souches du sang, on les modifie et on les réinjecte. Et alors, donc, évidemment, il faudra remettre de façon régulière des cellules souches. Maintenant, donc, si on a une maladie monogénétique et qu'on connaît la cellule qui fabrique, qui a le gène pathologique, mais on peut, à la rigueur, prendre des cellules de ce type, les traiter, puis les réinjecter pour qu'elles fabriquent. Ce type, c'est le spermatozoïde ou c'est l'ovule? Maintenant, si on veut supprimer un gène génétiquement pathologique, c'est-à-dire une maladie, ce sont des maladies rares en général, la seule chose à faire, c'est d'agir sur l'embryon, c'est-à-dire sur le fécondé. Et là, c'est le problème. Il faut savoir ce qu'on va couper, on le sait peut-être, mais ce qui limite, donc les généticiens qui pensent à ça sont également convaincus que le facteur limite, c'est que on ne sait pas quel est le réseau dans lequel ce gène se trouve. Et donc, mais on le saura parce qu'on a des moyens de le savoir, parce qu'il suffit de mettre une recherche en route avec toutes les techniques informatiques qu'on a. Dans 2, 3, 4, 5 ans, on aura une vision globale du fonctionnement des gènes, ce qu'on n'a pas. Donc, c'est pour ça que je dis on viendra à cette thérapeutique d'agir sur les maladies héréditaires. Ça, je pense que ce sera... Mais je ne vois pas que, pour l'instant, ce n'est techniquement pas réalisable, sauf prendre le risque de le faire et puis de voir ce qui va se passer. Et sans parler de transhumanisme, d'un point de vue bioéthique, ce serait fondamentalement justifié. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est donc, c'est que nous avons enseigné que le traitement nouveau devait obtenir l'accord éclairé du patient. Bon, ça tu sais, comme moi. Ou des parents éventuellement, mais enfin pour un embryon, lui demander son avis, ça me paraît compliqué. Donc c'est un avis qui doit venir des parents, de la famille. Mais il faut donc mettre en route tout un nouveau système. On est devant, c'est-à-dire que ce qu'on a fait dans le passé doit être adapté à la situation présente. Mais par exemple, dans la maladie des Saxes, qu'on trouve chez les Juifs askénazes, ils l'ont pratiquement éradiqué en Israël, non pas en faisant des manipulations génétiques, mais en donnant, par exemple, des rabbins, des conseils d'éviter les mariages qui risquaient de devenir consanguins. Mais est-ce que c'est une maladie monogénétique? Parce que c'est le problème. Pour les maladies monogénétiques, c'est la technique, dès le moment où on a une bonne cartographie de fonctionnement des gènes, ce sera réalisable. Mais quand c'est polygénique, je ne sais pas. En tout cas, les questions se posent à l'heure actuelle, et c'est assez extraordinaire quand on voit donc qu'on est à même de modifier le génome. Il y a une série de manipulations qui sont sur l'embryon avec accord des parents, mais il y a une série de choses qui se font sur l'embryon. On va faire bien comme... Ah ben oui, mais ça c'est sur des fœtus, je dis. C'est sur des fœtus, c'est pas sur l'embryon. On ne demande pas plus fertile au fœtus qu'à l'embryon. Non, mais ce qu'il y a, c'est que tu ne touches pas à l'hérédité. C'est-à-dire que quand on a touché à l'embryon, c'est pour ça qu'on ne fait pas de transgénèse chez l'espèce humaine. Quand on a donc les deux chèvres qui ont dans leur lait la soie de l'araignée, ben, quand on leur fait avoir des petits chevreaux, et si ce sont des chevreaux femelles, ben, ça passera aussi. Donc on va avoir une sélection de chèvres qui font... Mais enfin, ça va prendre longtemps. Donc, une fois qu'on a touché au génome
donc de l'ovocyte, donc de l'ovocyte fécondé, héréditairement tout va se transmettre. Donc on va créer une population différente. Éventuellement débarrassé d'une maladie. Débarrassé d'une maladie. Et c'est ça, moi je crois que ce sera donc à des fins thérapeutiques, c'est justifié. Mais ce qui est un problème, c'est qu'on utilise cet argument pour dire que cette méthode est applicable même pour des fins non thérapeutiques. C'est là qu'il y a une difficulté à discuter au point de vue donc bioéthique. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Merci encore, M. Godefroy. C'était passionnant.